à une vitesse de 350 km/h. Un train ne pardonne aucune erreur. Un seul défaut microscopique à l'intérieur de ce rail, et il peut se briser comme du verre. Comment, alors, crée-t-on un acier qui n'a aucune marge d'erreur, une artère de métal capable de supporter des charges colossales sans faillir? La réponse ne réside pas seulement dans la force brute, mais dans un voyage de purification, de précision et de puissance, où le métal est poussé à ses limites absolues. Tout commence non pas avec de la ferraille recyclée, comme pour les rails conventionnels, mais avec une matière première de la plus haute pureté. Du minerai de fer soigneusement sélectionné et des additifs spéciaux constituent le point de départ. Cette matière est introduite dans un convertisseur à oxygène, un gigantesque récipient en forme de poire où l'acier brut en fusion est soumis à un traitement violent et purificateur. Sous une pression énorme, de l'oxygène pur est injecté dans la masse incandescente. Ce processus brûle littéralement presque toutes les impuretés nocives du métal, telles que le soufre et le phosphore, des éléments qui rendent l'acier dangereusement cassant. C'est un véritable régime moléculaire, une purge par le feu qui ne laisse derrière elle qu'une base de fer parfaitement propre, prête à être transformée. Mais la bataille pour la pureté n'est pas encore terminée. Le dernier et le plus insidieux des ennemis sont les gaz dissous, tels que l'hydrogène, des fantômes invisibles capables de créer des micro-fissures catastrophiques de l'intérieur. Pour les expulser, l'acier subit un traitement sous vide. La cuve contenant le métal en fusion est placée dans une chambre hermétique dont tout l'air est extrait. Sous vide, l'acier commence littéralement à bouillir, non pas à cause de la chaleur, mais par l'absence de pression, et tous les gaz indésirables en sont arrachés, remontant à la surface en bulle et disparaissant à jamais. Ce n'est qu'après ce processus de nettoyage presque stérile que l'acier est jugé digne de devenir un rail de grande vitesse. Mais même l'acier parfaitement pur n'est encore qu'une base. Maintenant, il a besoin de caractère, d'une personnalité forgée par la chimie. À cette masse fondue et purifiée, on ajoute une quantité exactement mesurée de vitamines, des éléments d'alliage qui transforment le bon acier en acier exceptionnel. Premièrement, le manganèse, qui confère une incroyable résistance à l'usure, la capacité de supporter le frottement constant des roues sans céder. Ensuite, le chrome, le gardien contre la corrosion, protégeant le métal de la fureur implacable des éléments. Et enfin, le vanadium ou le molybdène, les architectes moléculaires qui rendent la structure de l'acier à grain fin, ce qui signifie qu'il devient beaucoup plus résistant et tenace. Chaque élément est ajouté en quantité précise, une recette chimique où chaque gramme compte pour le résultat final. C'est cette alchimie moderne qui confère au futur rail sa force légendaire. Ce n'est qu'après que la composition chimique est parfaite que l'acier incandescent est versé dans des moules, formant d'énormes lingots rectangulaires appelés blooms. Maintenant que nous avons l'alliage parfait, il est temps de le transformer d'une masse informe en une artère d'acier de plusieurs centaines de mètres de long. Les brames incandescentes sont acheminées vers un four de réchauffage où leur température est portée à un état plastique idéal, 1200 degrés Celsius. À cette température, l'acier devient malléable comme de l'argile, mais conserve sa densité et sa résistance. De là, resplendissant d'un orange éblouissant, le bloc arrive au laminoir. C'est une série de gigantesques rouleaux d'acier, de véritables sculpteurs de métal. En passant par des dizaines de paires de ces rouleaux, chacun avec sa propre calibration unique, le bloc informe s'étire sous nos yeux et acquiert progressivement le profil familier d'un rail. C'est un processus de transformation brutal et précis. Il se forme une tête massive, la surface sur laquelle rouleront les roues du train, une âme fine mais incroyablement résistante qui la supporte, et un patin large et stable, la base avec laquelle le rail reposera fermement sur les traverses. Chaque passage entre les rouleaux représente une pression colossale de milliers de tonnes, une force qui non seulement modifie la forme du métal, mais compacte également sa structure interne, le rendant encore plus dense et résistant.
La forme est prête, mais cet acier incandescent est encore vulnérable. Sa structure est uniforme, mais pour les vitesses extrêmes, l'uniformité ne suffit pas. Il a besoin d'une double personnalité. Maintenant commence sa transformation en une véritable armure, à travers un processus appelé trempe de la tête du rail. Le rail fraîchement laminé, encore rougeoyant, passe par une installation spéciale où sur sa partie supérieure, la tête, un flux d'eau ou un mélange d'air et d'eau est appliqué, contrôlé avec une précision de seconde. Cela provoque un refroidissement brusque et de choc, mais uniquement sur la couche superficielle. Le résultat est un matériau étonnant, 2 en 1. En surface, à une profondeur de plusieurs centimètres, se forme une couche d'acier incroyablement dure et résistante à l'usure, capable de supporter la pression colossale des roues du train sans se déformer. Et en même temps, le cœur du rail, son âme et son patin, qui n'ont pas été refroidis brusquement, restent plus doux et plastiques. Ceci est d'une importance critique. Si tout le rail était aussi dur, il serait fragile comme du verre et pourrait se fissurer avec les vibrations constantes. Mais de cette manière, on obtient la combinaison idéale. Une armure résistante à l'usure en surface et une base tenace et résistante au choc à l'intérieur, capable d'absorber l'énergie sans défaillir. L'armure est en place, mais même le rail le plus solide est inutile s'il n'est pas parfaitement droit. Ensuite, commence une phase où la précision devient une religion. Le rail, atteignant maintenant une longueur pouvant dépasser 100 mètres, passe dans une dresseuse. C'est un système de rouleau qui, avec une force incroyable mais une précision chirurgicale, le redresse jusqu'à l'état d'une corde parfaitement tendue. Tout écart, même d'1 millimètre, à une vitesse de 300 km/h, se transformerait en une vibration dangereuse. Et c'est là qu'interviennent les lasers et les ultrasons. Chaque mètre de rail est examiné par des capteurs laser qui vérifient sa géométrie, hauteur, largeur du champignon, symétrie du profil, avec une précision de centième de millimètre. C'est comme prendre les mesures pour un costume de haute couture, mais pour un géant d'acier. Parallèlement, le long du rail, se déplace un détecteur de défauts par ultrasons. Il envoie des ondes sonores à l'intérieur du métal et analyse leur écho, recherchant tout défaut interne caché, micro-fissures, bulles de gaz ou impuretés invisibles à l'œil nu. Tout rail présentant le moindre défaut est impitoyablement rejeté. Il n'y a pas de seconde chance. La sécurité à grande vitesse ne tolère aucun compromis. La touche finale qui distingue les lignes à grande vitesse est la lutte contre les joints. Le son familier « tata » des roues passant sur l'espace entre deux rails à grande vitesse se transforme en une force destructive. C'est pourquoi l'objectif est de l'éliminer complètement. Pour ce faire, les longs rails de 100 mètres sont acheminés vers des bases de soudage spéciales où ils sont assemblés en fouets interminables de plusieurs kilomètres de long. La méthode est le soudage par contact. Les extrémités de deux rails sont pressées l'une contre l'autre avec une force énorme. Ensuite, un courant électrique d'une intensité immense les traverse, ce qui chauffe le métal jusqu'à un état de plasticité. Puis elles sont comprimées avec encore plus de force, les fusionnant littéralement l'une dans l'autre au niveau moléculaire. La soudure est ensuite soigneusement polie jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse et est de nouveau vérifiée par ultrasons afin de garantir que le joint est aussi solide que le rail monolithique lui-même. Et seules ces bandes d'acier parfaitement lisses, sans soudure, incroyablement résistantes et vérifiées à chaque micron, enroulées sur des plateformes ferroviaires spéciales, comme du fil sur une bobine, sont prêtes à partir pour leur destination pour devenir la voie silencieuse mais impeccable des trains les plus rapides de la planète. Saviez-vous qu'un seul rail de 100 mètres pour une ligne à grande vitesse pèse environ 6 tonnes, soit le poids d'un éléphant d'Afrique adulte? Et que la tradition de l'armée des États-Unis de nommer les hélicoptères en l'honneur des tribus indigènes, comme l'AH-64 Apache, perdure encore aujourd'hui, même au XXIe siècle. Et le son familier tatin
que l'on entend sur les chemins de fer plus anciens est le bruit des roues frappant le joint entre les rails, un impact qui, à grande vitesse, se transforme en une force destructive. Et voici le résultat. Un ruban d'acier de plusieurs kilomètres de long, parfaitement lisse, soudé en une seule pièce et vérifié à chaque micron. Ici, il n'y a aucune marge d'erreur, car à une vitesse de 350 km/h, la seule chose qui sépare les passagers de la catastrophe est la perfection absolue du métal. Des artères d'acier, alors noires des routes. Cet asphalte sur lequel vous conduisez est en moyenne composé à 22% d'anciens revêtements routiers. Pratiquement rien n'est gaspillé. Comment alors les autoroutes désaffectées renaissent-elles en de nouvelles? L'histoire de l'asphalte ne commence pas sur la route, mais dans deux lieux complètement différents, nés de forces opposées, l'explosion et la chimie. Le premier endroit est une carrière. C'est une énorme blessure dans le corps de la Terre, d'où est extraite la pierre qui formera l'épine dorsale de la future route. Tout commence par une forte explosion qui secoue la Terre à des kilomètres à la ronde. D'énormes blocs de roches se détachent de la montagne. Ensuite, d'énormes camions-bennes, dont les roues sont plus hautes qu'une personne, entrent en action, transportant ces blocs de pierre vers le concasseur primaire. C'est un monstre de métal qui, avec ses mâchoires d'acier, broie les énormes roches en morceaux plus petits avec une force incroyable. Mais ce n'est que le début. Ensuite, cette pierre passe par toute une série de concasseurs et de cribles, d'énormes tamis vibrants. L'objectif de ce processus n'est pas seulement de concasser la pierre, mais aussi de la trier soigneusement par taille. Le résultat est des montagnes entières de pierres propres et triées, que l'on appelle agrégats. Ici, il y a de tout, des grosses pierres de la taille d'un poing jusqu'au gravier fin et même à la poussière, semblable au sable. Chaque fraction est stockée dans un tas séparé. C'est le squelette du futur asphalte, constituant 95% de sa masse. Le deuxième endroit où l'asphalte naît est une raffinerie de pétrole. Lorsque l'on produit de l'essence, du diesel, du carburant d'aviation et d'autres produits légers à partir du pétrole brut, il reste au fond de la colonne de distillation une substance épaisse, noire et visqueuse. C'est le bitume. Dans son état normal, à température ambiante, il est dur comme une pierre. On peut le casser avec un marteau. Mais s'il est chauffé, il devient liquide comme une mélasse épaisse. C'est précisément cette propriété, d'être solide à froid et liquide à chaud, qui en fait la colle idéale pour notre squelette de pierre. Le bitume est l'âme de l'asphalte, son cœur noir qui lie tout. Maintenant, les deux composants, issus d'éléments différents, l'explosion et la distillation, sont prêts à se rencontrer à l'usine d'asphalte. De loin, elle ressemble à un mécano de métal complexe et enchevêtré. De hautes tours, des silos, des tapis roulants interminables, des tuyauteries, des citernes et une tour centrale d'où s'échappe de la fumée. C'est une véritable usine qui fonctionne comme un seul organisme bien coordonné. Différentes fractions d'agrégats, provenant de silos séparés, sont acheminées vers un tapis roulant, mais pas n'importe comment. L'ensemble du processus est contrôlé par un ordinateur. L'opérateur dans la cabine saisit la recette exacte de l'asphalte. Selon l'endroit où l'asphalte sera utilisé, pour une autoroute très fréquentée ou une rue tranquille, la recette sera différente. L'ordinateur sait quel pourcentage de grosses pierres, combien de moyennes, combien de petites, et quelle quantité de poussière sont nécessaires pour le mélange idéal. C'est comme préparer un gâteau complexe, où chaque gramme compte. Ce mélange de pierres commence son ascension le long d'un long tapis roulant incliné et entre au cœur de l'usine, le tambour sécheur. C'est un tube énorme et long qui tourne lentement, installé avec une légère inclinaison. D'une de ses extrémités, un puissant brûleur lance une colonne de feu rugissante, comme dans le moteur d'un avion à réaction.
La température à l'intérieur atteint environ 150 degrés Celsius. La pierre, tout en étant lentement brassée à l'intérieur de ce tambour, chauffe et, le plus important, sèche complètement. L'humidité est le principal ennemi d'un bon asphalte. Même une goutte d'eau peut empêcher le bitume d'adhérer fermement à la surface de la pierre. C'est pourquoi la pierre doit être absolument sèche. Après le tambour sécheur, la pierre chaude et exempte d'humidité monte par un élévateur jusqu'au sommet de la tour centrale. Là, elle passe à nouveau par un système de crible pour un dernier contrôle de classification et tombe dans les silos de matériaux chauds. Parallèlement, dans des citernes isolées spéciales, notre colle noire est chauffé. Le bitume est également porté à haute température afin qu'il devienne fluide et liquide. Et puis arrive le point culminant. L'ordinateur donne à nouveau l'ordre. Une trémie de pesage mesure avec une précision incroyable la quantité nécessaire de pierre chaude de chaque fraction provenant des différents silos. Ensuite, dans ce mélange de pierres incandescentes, est injectée une quantité exactement mesurée de bitume liquide chaud. Toute cette masse, pierre et bitume, entre dans une chambre de mélange appelée malaxeur. C'est comme un batteur de cuisine géant, sauf qu'au lieu de fouet, il a 2 puissants arbres avec des pales métalliques. Ces pales brassent la masse incandescente avec une force énorme et, en moins d'une minute, chaque pierre, chaque grain de sable est recouvert d'une fine et brillante pellicule de bitume noir. De la chambre sort l'asphalte terminé, une masse homogène, fumante et noire, avec une odeur huileuse caractéristique. Maintenant, ce produit chaud et fraîchement préparé doit être conservé jusqu'au moment de son expédition. Il est élevé et versé dans des silos de stockage isolés spéciaux. Ce sont comme de gigantesques bouteilles thermos qui peuvent maintenir l'asphalte chaud pendant de nombreuses heures et parfois même des jours. Sous ces silos se placent les camions-bennes. Avec un claquement retentissant, la trappe s'ouvre et, dans la benne du camion, avec un rugissement et un nuage de vapeur, tombent plusieurs tonnes d'asphalte chaud. La benne est obligatoirement recouverte d'une bâche pour conserver la précieuse chaleur pendant le transport jusqu'au lieu de pavage. Sur le chantier commence l'acte final de cette phase. Le camion-benne décharge lentement le mélange chaud dans la trémie d'une machine spéciale, la finisseuse d'asphalte. Cette machine, avançant lentement, répartit uniformément l'asphalte sur la surface de la route, formant une couche parfaitement lisse de l'épaisseur spécifiée. À l'arrière de la finisseuse, il y a une lourde plaque chauffée, appelée règle. Elle réalise le compactage initial et confère à la surface son lissage initial. Mais l'asphalte est encore mou et meuble. Pour qu'il devienne résistant, il faut le compacter davantage. Immédiatement derrière la finisseuse suit toute une série de lourds rouleaux compresseurs. D'abord viennent les grands rouleaux en acier qui, avec leur énorme pression, expulsent l'air du mélange d'asphalte et font que les pierres se tassent davantage. Ensuite peuvent être utilisés des rouleaux à pneus qui pétrissent la surface, la rendant encore plus dense. Et à l'étape finale, repassent les rouleaux en acier lisse pour donner à la route son lissage définitif. Pendant que l'asphalte refroidit, le bitume repasse de l'état liquide à l'état solide. Il lie fermement toutes les pierres entre elles, transformant le mélange meuble en un monolithe résistant et imperméable. Après plusieurs heures, la route, qui était encore chaude et molle il y a peu, devient dure et prête pour la circulation. Et tandis que ces machines transforment le paysage, saviez-vous que l'Espagne est le pays avec la plus grande densité d'ascenseurs par habitant du monde? Et que chacun des 4 à 8 câbles d'un ascenseur moderne est conçu pour supporter seul le poids d'une cabine entièrement chargée. La marge de sécurité totale des câbles d'un ascenseur est 12 fois supérieure à la charge maximale, rendant la rupture de tous simultanément un événement pratiquement impossible. Et c'est là que réside toute l'essence. De l'explosion dans la carrière aux lourds rouleaux compresseurs sur la route, chaque étape de ce processus vise à créer un revêtement durable et fiable qui supportera des milliers de véhicules chaque jour. Ainsi, le cycle se referme.
L'ancienne route ne meurt pas, mais devient une partie de la nouvelle. Et cet asphalte noir, apparemment simple, est en réalité un produit d'ingénierie complexe, où le fracas de la carrière rencontre la précision de la chimie pour créer le chemin sur lequel nous nous déplaçons chaque jour.